pas dramatique de changer de collaboration et souvent le collaborateur peut en être à l'initiative. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Dans cette nouvelle saison, nous allons écouter des témoignages sur des épisodes clés de la vie d'un jeune avocat. Pour inaugurer ce nouveau format, nous donnons la parole à Grégoire Silhol, avocat au barreau de Paris et premier vice-président de la FNUJA, qui va nous parler du jour où il a quitté sa collaboration. Grégoire, bonjour. Bonjour Laurence. Vous avez quitté 2 collaborations. Qu'est-ce qui a, à chaque fois, motivé votre choix ? Déjà, pourquoi évoquer ce sujet aujourd'hui ? C'est pour dire aux jeunes avocats et aux avocats en général que ça peut être normal de quitter un contrat de collaboration. On va le voir dans le cadre de notre échange. J'ai personnellement à 2 reprises quitté un contrat de collaboration et j'en étais à une initiative. C'est quelque chose de relativement fréquent. Avec une quinzaine d'amis, au bout de 2 ans, on avait fait le constat qu'on avait tous changé de collaboration au moins une fois. Ce n'est pas dramatique de changer de collaboration et souvent, et aujourd'hui encore plus, le collaborateur peut en être à l'initiative. Donc pourquoi moi, à titre personnel, j'ai changé 2 fois de collaboration ? Le premier contrat de collaboration que j'ai quitté était un contrat que j'avais conclu avec un cabinet en province. J'avais décidé, à la suite de mon stage final à Paris, d'essayer une aventure dans un cabinet en province. Ça a été plus un choix personnel où je ne me suis pas fait à la vie dans cette ville en province qui m'a contraint à quitter le cabinet. Le second choix a été un choix plus compliqué à faire. J'étais dans un cabinet parisien, donc après un retour à Paris, j'étais très heureux dans ce cabinet et j'ai été démarché directement par une personne que je connaissais. C'est surtout ce démarchage qui a été l'élément déclencheur, là où le premier contrat de collaboration, j'ai été à l'initiative de la rupture et je l'avais réfléchi longuement. La deuxième fois a été beaucoup plus spontanée. Était-ce une décision facile à prendre et que faut-il mettre dans la balance ? Le premier départ a été une décision assez facile, en tout cas mûrement réfléchie en amont. L'élément déclencheur a été assez facile puisque j'étais à l'initiative. Le second est beaucoup plus compliqué puisque vraiment c'était ce coup de fil qui a déclenché. Je n'étais pas dans une phase de me dire est-ce que je souhaite changer de cabinet ou non. J'étais heureux, je me voyais continuer durant des années au sein de ce cabinet et du jour au lendemain j'ai dû réfléchir. Que mettre dans la balance ? C'est toujours compliqué comme choix. Un de mes associés que j'ai quitté un jour m'a dit « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est un vert différent ». Et c'est totalement vrai puisqu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve. Donc il faut mettre tout cela dans la balance, réfléchir, c'est des moments où on a éventuellement besoin de parler avec des gens. Et c'est pas simple de trouver des interlocuteurs dans ces moments-là parce qu'on ne peut pas forcément parler avec le cabinet avec lequel on va partir puisqu'on ne souhaite pas forcément les informer de ça avant. Avec le nouveau, c'est toujours compliqué d'évoquer ces discussions. C'est pourquoi c'est important à ce moment-là d'avoir un réseau de gens qui peuvent nous comprendre. Et les réseaux d'avocats sont importants là-dessus. Si on a la chance d'avoir quelques confrères de confiance avec qui on peut parler, c'est important de discuter avec eux pour pouvoir justement peser tous les tenants et les aboutissants. Comment avez-vous lutté contre le sentiment de culpabilité ? C'est un sentiment qui est à 2 étages en fait. Quand on quitte un contrat de collaboration, il y a le sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses patrons, entre guillemets, les collaborants, et vis-à-vis des collègues de l'équipe, les autres avocats collaborateurs. Le sentiment de culpabilité, il a été avec ces 2 niveaux à chaque fois. Au niveau de mes collaborants, j'ai toujours eu de la bienveillance au moment de l'annonce. C'est sûr qu'on n'est pas bien, mais quand les associés disent « non mais c'est normal, c'est la vie des cabinets », on l'a aussi fait, on te comprend, c'est toujours beaucoup plus simple que l'associé qui va nous dire « mais on va pas s'en sortir, comment on va faire sans toi, etc. » Le second élément de culpabilité que j'ai pu aussi mettre dans la balance, lorsque j'ai quitté mon premier contrat de collaboration, il y avait une temporalité qui était un petit peu particulière, c'est qu'on était dans un bureau où il y avait une associée et nous étions 3 collaborateurs. J'étais le 2e à annoncer ma démission en 2 mois. Donc le bureau allait être vraiment plus qu'à 2 avocats sur 4. Pour essayer d'annihiler ce sentiment de culpabilité, j'ai évoqué avec le cabinet entrant, mais aussi avec le cabinet sortant, un rallongement de mon préavis, puisqu'au moment où j'annonçais mon départ, j'aurais pu quitter le cabinet au 15 juin. On a vu avec les 2 cabinets pour que j'arrive le 1er septembre au sein de l'autre cabinet pour avoir un préavis un petit peu plus allongé, pour pouvoir quitter le cabinet quand même de manière plus sereine. Y a-t-il une bonne façon d'annoncer son départ ? Je pense pas. Enfin, il faut trouver la moins pire des façons. Déjà, en fait, la première question, c'est à quel moment annoncer son départ ? À quel moment annoncer son départ ? Déjà vis-à-vis du nouveau cabinet. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir signé son contrat ? Est-ce qu'il faut avoir juste un engagement verbal ? Moi, personnellement, j'ai toujours pris la décision d'attendre d'avoir le contrat signé de l'autre partie pour pouvoir annoncer mon départ. Ensuite, il y a la question de la temporalité de la semaine. Est-ce qu'il faut le faire le lundi matin ? Est-ce qu'il faut le faire le vendredi soir ? Moi, je sais qu'à chaque fois, je l'ai plutôt fait en fin de semaine pour pouvoir justement avoir le temps aussi de décompresser et que le cabinet et les associés puissent digérer la nouvelle et éventuellement, quelques jours après, à froid, pouvoir en rediscuter et pas le lundi matin avec la tension de la semaine.
Quand j'ai dû annoncer mon deuxième départ dans mon contrat de collaboration, je l'ai fait aussi avec une temporalité un peu particulière. Je l'ai fait le mercredi avant le pont de l'Ascension. Je venais de signer mon contrat de collaboration et il y avait un congrès d'avocats de la FNUJA pour pas la citer. Et je voulais annoncer mon départ avant de partir au congrès, puisque dans les congrès d'avocats, c'est toujours les questions comment ça se passe, ton contrat de collaboration, etc. Et je voulais pas être dans une situation où j'aurais dû cacher une vérité, de dire non, ça se passe bien, etc. pour annoncer le lundi ou le mardi avoir quitté ce contrat de collaboration. Auprès de qui faut-il faire cette annonce ? Ça dépend en général des cabinets, des structures aussi. La première fois que j'ai démissionné, je l'ai annoncé à mon associé, puisque nous avions une seule associée au sein du bureau et nous étions 3 collaborateurs. Dans le deuxième cabinet que j'ai quitté, on avait 5 associés, une dizaine de collaborateurs. J'ai pu faire une annonce à chacun d'entre eux individuellement au fur et à mesure. Dans une temporalité très courte pour pas que la rumeur se propage, mais j'avais vu les 5 associés dans la même matinée. Aujourd'hui, je suis dans un cabinet beaucoup plus gros et beaucoup plus structuré. Il va se poser la question de devoir l'évoquer avec son associé en charge, son collaborant, mais aussi des fonctions support du cabinet. Nous, il y a un service RH, il y a une secrétaire générale. Il faut vraiment évoquer cela, discuter avec les gens qui partent aussi de temps en temps de comment ils ont annoncé pour pouvoir, le cas échéant, avoir un peu les infos de comment eux l'ont fait. Faut-il remettre tout de suite sa lettre de démission ? Dans ces moments-là, moi, en tout cas, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai eu des échanges verbaux avec les associés et quelques jours après, je venais remettre ma lettre de démission de manière formelle avec une date faisant état des échanges s'il y a une chronologie serrée, puisqu'on peut éventuellement noter dans la lettre de démission à la suite de notre échange je vous confirme ma démission, comme ça au moins le point de départ est acté. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il aurait été peut-être trop violent d'arriver et de faire l'annonce courrier en main et demander la signature contre décharge. Quels sont les points à soulever avec le cabinet quitté ? Dans les jours qui suivent la remise de la lettre, il faut commencer à réfléchir à un certain nombre de points et d'organiser la période de préavis. La première question, c'est déjà de se mettre d'accord sur la durée du préavis qui va être à effectuer, puisque le préavis des avocats collaborateurs varie en fonction de l'ancienneté, de 3 à 6 mois. Donc là-dessus, le cabinet normalement est au courant des règles, mais ça peut toujours être bon signe de vérifier avec eux qu'on est bien en phase sur la durée de préavis et pas qu'ils restent sur la durée du précédent départ. S'il y avait un collaborateur senior qui était parti, qui avait 6 mois de préavis et que le jeune avocat junior parte, que le cabinet ne dise pas tu as 6 mois comme un tel. Vraiment s'assurer de la durée du préavis. Ensuite, il faut voir au fur et à mesure de cette période la question des documents que peut emporter le collaborateur, puisque dans le cadre du contrat de collaboration, le collaborateur peut emporter les documents auxquels il a collaboré. Donc ça aussi, voir avec le cabinet et en fonction des services informatiques du cabinet, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup plus de temps, puisque suivant certains cabinets, ça peut être sur une simple clé USB rapidement, d'autres cabinets vont avoir des process jusqu'à l'anonymisation des documents et prendre plusieurs semaines. L'autre point à voir aussi, très rapidement, c'est la question des congés. Puisque à la différence des avocats salariés et des salariés en général, les congés pas pris ne sont pas indemnisés à la fin du préavis. Donc il faut voir comment seront pris les congés, déjà combien de congés peuvent être pris ou non, faire le point là-dessus et ensuite discuter très en amont avec le cabinet pour voir à quel moment seront pris les congés pour qu'ils puissent être pris de manière sereine. Quelle attitude adopter pendant son préavis ? À mon sens, ça revient aussi avec le sentiment de culpabilité, en fait, puisque à chaque fois, moi, j'ai eu conscience qu'il fallait avoir un professionnalisme jusqu'au bout pour aider le cabinet. C'est une période qui n'est pas facile. Moi, à chaque fois, je n'ai eu des préavis que de 3 mois. Vraiment, ça a été 3 mois où il a fallu avancer sur les dossiers, savoir aussi se mettre en retrait, discuter avec eux très vite de la conduite à tenir vis-à-vis des clients aussi, parce que ça fait partie des choses qu'il faut voir avec le cabinet, comment discuter du départ avec les clients. Lors de mon premier contrat, j'ai eu un coup de fil un petit peu compliqué avec un client où le dernier vendredi, j'ai découvert au fur et à mesure que l'associé n'avait pas informé le client. Puisque le client me dit « Ah merci, on a un grand projet, on vous rappellera la semaine prochaine ». Et c'est là où j'ai dû l'informer à ce moment-là que la semaine prochaine, ça serait un autre collaborateur qui gérerait et que l'associé n'avait pas communiqué sur mon départ. Donc voilà, c'est ça le plus important, c'est vraiment avoir cette communication et cette attitude de professionnalisme jusqu'au bout, même si on sait qu'au fur et à mesure, ça va avoir un effet sifflet et ça va descendre petit à petit tant la motivation que la charge de travail, puisqu'on va être moins investi dans les dossiers par les associés et de temps en temps, peut-être même se retrouver à avoir des travaux de recherche à faire uniquement sur un point de droit. On ne va pas conclure un dossier, mais on va nous demander de travailler juste sur un petit point de droit, tel un stagiaire, entre guillemets, pour vraiment finir le dossier sur un point de recherche, par exemple. Faut-il informer les clients directement ? Il y a 2 types de clients pour l'avocat collaborateur. Il y a les clients du cabinet et les clients personnels.
Donc sur les clients du cabinet, vraiment ça il faut voir avec le cabinet quelle est la maîtrise que vous avez de votre communication. Moi je sais que j'ai toujours souhaité que les clients soient informés et notamment dans la mesure du possible en ma présence. Moi au bout de 4 ans dans le cabinet précédent, il y avait des clients que je gérais de manière très autonome, que j'avais très souvent seul au téléphone, etc. Donc on a réorganisé des visios sur des points en présence de l'associé et là on a pu annoncer avec l'associé mon départ. Sur les clients personnels de l'avocat, il faut aussi que l'avocat collaborateur prévienne ses clients personnels, parce qu'en général, qui dit changement de collaboration, dit changement de lieu de travail, potentiellement un changement d'adresse mail. Donc vraiment discuter là-dessus, informer de la période de transition pour que ça se fasse de manière la plus fluide. Sur quel point faut-il être vigilant quand on accepte une nouvelle collaboration ? Sur énormément de points, ça va être vraiment être vigilant déjà sur la négociation au sein de cette nouvelle collaboration, de vraiment discuter des éléments de rémunération, qu'on soit bien d'accord sur ce que ça peut être cette nouvelle collaboration, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au moment de l'arrivée du contrat de collaboration. La première fois, je reçois un projet de contrat, on n'avait pas forcément beaucoup discuté de l'aspect rémunération puisque je m'étais renseigné en amont et je connaissais la grille. Je savais qu'ils appliquaient notamment le tarif UJA. Donc la discussion s'est portée uniquement sur quelles sont vos prétentions de rétro, et j'ai répondu tarif UJA et ça a clôturé la discussion. Est-ce que c'était le tarif UJA première année, deuxième année? On n'avait pas eu ces débats. Et quand je reçois le contrat de collaboration, le montant n'est pas du tout le tarif UJA à ce moment-là, il était beaucoup plus bas. Donc ça a été un moment de stress dans cette journée en plus d'annonce où j'attendais le contrat signé et dès que j'avais le contrat signé, je pouvais annoncer ma démission au sein du cabinet. J'ai cette désagréable surprise qui a été très rapidement tranchée par le cabinet en un échange de mails. Très vite, on m'a reprécisé qu'il y avait eu une coquille qui s'en excusait et qui me le redressait immédiatement. Mais voilà, ça fait partie des points où il faut être vigilant dès les entretiens pour ne pas découvrir trop tard parce que là, ça s'est très bien arrangé. En effet, il y avait eu plus un quiproquo, mais s'il y avait eu une négociation à avoir à ce moment-là, c'est quand même beaucoup trop tard à mon sens. Comment se préparer à son nouveau cabinet ? En se renseignant, déjà, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire déjà en amont des entretiens, si on ne connaît pas le cabinet, avoir des échos. Les barreaux sont tout petits, même le barreau de Paris, tout le monde se connaît. Et donc vraiment se renseigner là-dessus pour vraiment savoir quels sont les types d'ambiance, quels sont les types de dossiers, quels sont les types de relations entre les avocats collaborateurs et les avocats associés. Vraiment, c'est aller à la rencontre, si possible, d'un collaborateur au sein de l'équipe ou du cabinet pour pouvoir avoir les moyens de se préparer au mieux. Comment gérer la logistique quand on change de cabinet ? Moi, quand j'ai changé à 2 reprises de cabinet, il y a eu 2 logistiques à mettre en place. La première fois, quand j'ai quitté barreau de Pau pour revenir à Paris, j'avais à la fois un changement de barreau à gérer, donc un certain nombre de démarches ordinales à faire pour pouvoir être transféré du barreau de Pau au barreau de Paris. Je quittais un contrat de travail d'avocat salarié pour devenir libéral. Donc j'avais toutes les démarches en plus à faire pour devenir avocat libéral, donc vis-à-vis de l'URSSAF, de la CNBF et tous les autres acteurs qui existent quand on est indépendant. Donc ça fait partie des logistiques. Est-ce qu'il faut s'appuyer d'un comptable qui peut vous aider? Ça fait partie des réflexions qu'il faut avoir. Et ensuite, mon deuxième contrat de collaboration, quand j'ai changé, là-dessus, c'était une logistique un peu plus allégée, mais j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, URSSAF, CNBF, CNB, qui avaient mon adresse mail du cabinet que je quittais, donc un certain nombre de transferts d'adresse mail que j'ai dû faire. À ce moment-là, j'ai jugé pertinent, et j'encourage tous les jeunes avocats, dès leur installation en tant que collaborateur, de faire ça, de créer une adresse dédiée à leur activité d'avocat collaborateur, une adresse personnelle qui permettra déjà de gérer leur dossier personnel, mais aussi de pouvoir mettre toutes les communications des institutions sur cette adresse mail qui les suivront tout au long de leur vie, quel que soit le contrat de collaboration qu'ils auront ou le contrat d'association. D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe des adresses mail professionnelles mises en place par le Conseil national des barreaux à titre gratuit. Des adresses @avocat.fr qui permettent vraiment d'aiguiller toute sa clientèle personnelle sur cette adresse, qui permet de faire la différenciation entre la clientèle personnelle et celle du cabinet, mais aussi avoir ce suivi vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis du CNB, de la CNBF, et éviter le drame de recevoir un jour un courrier de mise en demeure ou quelque chose de « à la suite de nos mails, vous n'avez pas payé telle démarche », donc on met en place une procédure de recouvrement forcé, et de découvrir qu'à ce moment-là, en fait, ils ont envoyé des mails sur une adresse qui n'est plus la bonne. Merci Grégoire d'avoir partagé votre expérience et pour tous ces conseils qui vont être très utiles à vos jeunes confrères. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.